Dans les forêts denses et les vallées fertiles du Mayombe, une région bénie par la nature, vit le jour l'un des plus puissants royaumes d'Afrique centrale, le royaume du Congo. Cette entité politique solide, souvent qualifiée d'État authentique, se construisit autour du génie politique d'un homme, Nimi Lukeni, son fondateur. À son apogée, le royaume du Congo était constitué de 9 provinces, le Soyo, le Mbata, le Mbamba, le Sundi, le Mpangu, le Mpemba, le Loango, le Ngoyo et le Kakongo. Ces dernières, Loango, Kakongo et Ngoyo, finiront par se détacher du royaume central à une date encore incertaine, amorçant un lent morcellement territorial. En 1483, une caravelle portugaise accoste sur les rives du Congo. Les Portugais rendent visite au roi Nsingakuvu à Mbanza Congo, la capitale royale. Séduits par la richesse et l'organisation du royaume, ils s'y installent rapidement. À la mort de Nsingakuvu, son fils Nzinga Mvemba monte sur le trône en 1506. Son règne, long de 37 ans, jusqu'en 1543, marque un tournant décisif. Nzinga Mvemba, devenu chrétien sous le nom d'Afonso Ier, ouvre résolument son royaume au Portugal. Il restructure l'économie, modernise l'administration et adopte le christianisme comme religion d'État. En 1518, son fils Henrique devient évêque, consacré à Rome, un fait unique dans l'Afrique subsaharienne. Mais dès 1536, l'évêché tombe sous le contrôle des Portugais, révélant les limites de l'indépendance religieuse du Congo. Dès 1514, la traite négrière s'intensifie. Loin de la contrôler, le roi voit les provinces du royaume se fragmenter peu à peu. L'unité du Congo s'effrite. Le trône attire de plus en plus de prétendants, divisant la maison royale. En 1665, une guerre civile éclate et marque le début du déclin irréversible du royaume. Tout au long du VIe siècle, les Portugais sont persuadés que le Congo regorge de mines d'or. Mais les rois du Congo, eux, tiennent fermement au contrôle de leurs richesses minières, notamment le cuivre et le fer de Mbanza Congo. Ils interdisent toute prospection étrangère, freinant les exportations qui, avant 1506, attisaient déjà les convoitises lusitaniennes. En retour, le roi du Portugal interdit au Congo d'acquérir des navires. Il sabote même les tentatives du royaume de commercer directement avec Sao Tomé ou l'Europe. Le Portugal s'arroge le monopole du commerce, imposant des termes défavorables au Congo. En 1566 puis 1567, 2 rois meurent en guerre contre les Tio-du-Poul. Le Congo, déjà affaibli, sombre dans le chaos. Surgissent alors les Jagas, des guerriers venus de l'Est. Ils écrasent l'armée royale. La cour doit fuir et se réfugie sur une île du Bas-Zaïre. Les réfugiés sont capturés et vendus comme esclaves à Sao Tomé. Le roi du Congo fait alors appel au Portugal. Entre 1571 et 1573, une expédition portugaise parvient à reprendre le pays, mais les troupes ne quittent le territoire qu'en 1575 ou 1566. L'intervention portugaise marque la fin de l'hégémonie du Congo dans la région. En 1575, le Portugal, par Paulo Dias de Novaes, fonde la colonie de l'Angola. Malgré les coups reçus, le Congo ne s'effondre pas immédiatement. Il s'étend vers l'Est, maintient une noblesse active et réussit à nouer des alliances diplomatiques, notamment avec le Vatican, l'Espagne et même les Pays-Bas. Mais en 1636, la province maritime de Soyo, avec le port stratégique de Pinda, devient indépendante. Son prince conserve toutefois un rôle dans l'élection royale du Congo. En 1665, le roi Antonio Ier décide de rompre avec les Portugais. Il convoque les nobles du royaume et part en guerre. À la bataille de Huila, il est vaincu et tué avec nombre de ses fidèles. Cet affrontement reste l'un des plus violents du XVIIe siècle. En 1670, une seconde armée portugaise tente une nouvelle offensive, mais elle est écrasée à Soyo, ce qui freine définitivement les ambitions portugaises sur le Congo. La défaite de Mbuila marque un tournant. Le royaume plonge dans une guerre civile entre maisons nobles. Mbanza Congo est détruite une première fois en 1666, puis totalement abandonnée en 1678. L'unité du Congo n'est plus qu'un souvenir. Le Ngoyo et le Kakongo, anciens royaumes du bassin atlantique, ne s'étaient détachés de l'autorité du royaume de Congo que pour tomber, un temps, sous la suzeraineté du royaume de Loango. Toutefois, la progressive désintégration du pouvoir central loangais au fil des siècles permit aux Ngoyo et au Kakongo d'acquérir une large autonomie. Il ne subsistait alors qu'un lien symbolique, une allégeance rituelle. Ainsi, au XVIIIe siècle, l'abbé Proyart rapporte que le Ngoyo continuait d'envoyer une princesse issue du clan royal pour devenir l'épouse du Maloango, souverain du Loango. À l'arrivée des Européens, la royauté de Kakongo adopta une politique singulière afin de préserver ses traditions et sa production locale. Une loi stricte fut instaurée.
Les rois de Kakongo ne peuvent posséder ni même toucher les marchandises venues d'Europe, à l'exception des métaux, des armes, du bois et de l'ivoire. De plus, toute personne vêtue d'étoffes européennes, qu'elles soient africaines ou européennes, se voyait refuser l'accès au palais royal. Cette règle, selon Proyart, visait à inculquer à la population l'indépendance économique et à préserver les savoir-faire locaux, en montrant par l'exemple royal qu'il était possible de se passer des apports étrangers. Dès avant 1600, le Loango était devenu une puissance majeure dans la région. Les Hollandais, alors en conflit avec les Portugais, y trouvèrent une base commerciale plus favorable après avoir été chassés de Soyo et de Cabinda. Offrant des marchandises de meilleure qualité et à des prix plus compétitifs, les navires néerlandais furent accueillis favorablement par le Maloango. Mais vers 1780, la domination commerciale du Loango déclina. Malemba, port du Kakongo, et Cabinda, port du Ngoyo, prirent alors le relais. Dans ces royaumes, le commerce extérieur restait entre les mains d'une petite élite de riches marchands, aussi bien africains qu'européens. Jusqu'en 1776, les Portugais ne jouèrent qu'un rôle marginal à Cabinda. Moins de 10% des échanges leur revenaient. Cabinda, tout comme Loango et Molembo, était considéré comme l'un des ports les plus libres de la côte centrafricaine grâce à la présence d'acteurs très divers. Ngoyo, Vili, Teke côté africain, français, anglais, hollandais côté européen. Mais les équilibres géopolitiques allaient être bouleversés. Dès 1775, l'Angleterre était fragilisée par la rébellion de ses 13 colonies nord-américaines. La France, désireuse d'affaiblir son rival, entra en guerre aux côtés des indépendantistes. Ce contexte offrit une fenêtre d'opportunité au Portugal qui tenta d'évincer ses concurrents européens de la côte nord du Congo. Sous l'impulsion de Martinho de Melo et Castro, ministre portugais de la Marine, une expédition militaire fut lancée le 11 juin 1783 au départ de Luanda. Elle rassemblait des troupes venues du Portugal, d'Angola et du Brésil, Rio de Janeiro. Leur objectif ? Occuper le port stratégique de Cabinda et y construire une forteresse. À leur arrivée, les Portugais adoptèrent d'abord une posture diplomatique. Ils rencontrèrent les Français sur place, leur offrirent des présents et annoncèrent leur projet via une lettre officielle. Mais les Français refusèrent catégoriquement la présence portugaise. Les Portugais changèrent alors de stratégie et tentèrent de séduire les autorités locales, notamment le Mambuco, deuxième dignitaire du Ngoyo. Ce jeune prince, cultivé et respecté, fut invité à bord du navire portugais pour un somptueux dîner. Séduit, il invita en retour les Portugais à visiter sa capitale. Mais dès le lendemain, il se rétracta, probablement sous pression française. Face à cet échec diplomatique, les Portugais passèrent à l'action. Ils occupèrent Cabinda par la force, chassant les Français et prenant le contrôle du comptoir. Mais la présence portugaise provoqua un effet inverse à celui escompté. Leur drapeau fit fuir les caravanes esclavagistes, qui se détournèrent vers Malembo et Loango, fidèles aux marchands français. Une guerre éclata alors entre le Ngoyo et les Portugais, durant laquelle le lieutenant portugais Verissimo José Franco fut tué. Isolés en difficulté et en proie à la famine, les Portugais virent leur situation empirer jusqu'au 17 juin 1784, quand arriva le colonel Bernard de Marigny, commandant 2 puissants navires de guerre français. Il débarqua ses troupes à Cabinda et exigea le rétablissement des comptoirs français. Après une confrontation tendue, les Portugais cédèrent, abandonnèrent et incendièrent leur forteresse inachevée, puis se retirèrent de Cabinda. 2 ans plus tard, en 1786, le Portugal fut contraint de reconnaître via la Convention de Madrid un partage diplomatique des zones d'influence. Le Portugal gardait la souveraineté sur les territoires au sud du fleuve Congo, mais il reconnaissait la liberté de commerce et de traite des esclaves au nord, y compris à Cabinda pour les Français, Anglais et Hollandais. Avec l'abolition de l'esclavage et le passage de la production artisanale à la production en série, l'Europe industrielle se retrouva confrontée à 2 défis majeurs: l'approvisionnement en matières premières pour alimenter ses usines et l'écoulement des surplus de production. Il devenait alors impératif de conquérir de nouveaux territoires. Il fallait coloniser. Dans le bassin du Congo, 2 acteurs vont s'affronter dans une course à l'occupation. La France, grande puissance coloniale, et une curieuse entité privée, l'Association internationale du Congo, AIC, fondée par le roi des Belges, Léopold II, en quête désespérée d'une colonie. Cette compétition fut incarnée par 2 figures emblématiques de l'exploration: Henry Morton Stanley pour le compte de l'AIC et Pierre Savorgnan de Brazza pour la France. Parallèlement, le Portugal, vexé de n'avoir été convié à la conférence de Bruxelles qu'en dernière minute, relança sa politique coloniale. Il mena une série d'expéditions qui aboutirent, dès 1880, à l'annexion par la couronne portugaise des domaines des planteurs afro-portugais du Mozambique. Déjà présent en Angola, le Portugal rêvait désormais de relier ses possessions orientales et occidentales.
C'est dans ce contexte qu'il conçut le projet de la Carte rose. Dans le bassin du Congo, la progression de la France et de l'AIC s'accélérait. En 1880, Savorgnan de Brazza signait un traité avec les Téké, suivi en 1883 par un autre traité avec le roi Maloango. De son côté, l'AIC multipliait les implantations dans le Bas-Congo. Vivi, Isangila, puis Manyanga. Une partie du royaume Ngoyo était déjà sous son contrôle. Alarmé par cette avancée, le Portugal tenta de reprendre pied dans la région. Il lança une campagne de colonisation des royaumes de Ngoyo et Kakongo et signa, en 1883 à 1884, les accords de Chinfuma et de Chikamba avec des chefs locaux, sans grand impact. Le 22 février 1884, il signa un traité avec l'Angleterre reconnaissant sa souveraineté sur les rives du fleuve Congo, limitant ainsi l'accès de l'AIC à l'Atlantique. Pour éviter un affrontement armé entre puissances, le Portugal proposa alors la convocation d'une conférence internationale afin de résoudre les litiges territoriaux croissants en Afrique centrale. L'idée d'une conférence internationale pour résoudre les conflits territoriaux engendrés par la ruée coloniale dans la région du Congo fut d'abord lancée par le Portugal, puis reprise par le chancelier allemand Otto von Bismarck. Ce dernier, après consultation des grandes puissances européennes, décida d'organiser cette conférence à Berlin. Elle se déroula du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. L'annonce de la conférence déclencha une intensification de la course au traité et à l'occupation du territoire africain. L'acte général de Berlin, qui en découla, institua deux principes clés. L'article 34 établissait que toute puissance européenne désirant prendre possession d'un territoire côtier africain ou y établir un protectorat devait en informer les autres signataires. C'est la naissance du principe des sphères d'influence, auquel fut associé l'étrange concept d'Interland. La possession d'une portion du littoral donnait droit à l'arrière-pays, sans limite définie. L'article 35 stipulait que l'occupation d'un territoire devait être effective. Il fallait démontrer l'exercice d'une autorité capable de garantir les droits acquis et la liberté du commerce. C'est ce qu'on appela la doctrine de l'occupation effective, qui allait justifier, dans les années suivantes, la militarisation brutale de la conquête coloniale. Le 1er février 1885, en pleine conférence de Berlin, le Portugal signa le traité de Simulambuco avec le chef local Ibiala Mamboma, mettant ainsi les anciens royaumes de Kakongo et Ngoyo sous sa protection. Cette nouvelle entité prit le nom de Cabinda, du nom de l'ancien port négrier du royaume Ngoyo. Ce traité fut reconnu par la conférence de Berlin. Les Britanniques et les Allemands y virent un moyen de diviser l'embouchure stratégique du fleuve Congo entre les trois puissances rivales, la France, la Belgique et le Portugal. Aujourd'hui, le traité de Simulambuco est invoqué par les indépendantistes cabindais comme fondement juridique de leurs revendications. À leurs yeux, la fin du protectorat portugais aurait dû entraîner le retour à l'indépendance du royaume de Cabinda, reconnu par le droit international comme entité distincte. Cette distinction fut même entérinée plus tard. La Constitution portugaise de 1933, en son article 1er, alinéa 2, mentionnait clairement l'Angola et le Cabinda comme deux territoires distincts. En 1954, le gouvernement portugais accorde des concessions d'exploration pétrolière à la société nord-américaine Gulf Oil Company. 2 ans plus tard, en 1956, les premières extractions de pétrole brut débutent au Cabinda. En 1957, Gulf Oil obtient l'exclusivité de l'exploitation des hydrocarbures sur ce territoire. Aujourd'hui, l'exploitation offshore, au large du Cabinda, représente près de 60% de la production pétrolière de l'Angola, soit environ 500 000 barils par jour. Pour ne pas perdre cette manne, le Portugal décide dès 1956 de placer l'Angola et le Cabinda sous l'autorité d'un même gouverneur général, calqué sur le modèle administratif de l'Afrique équatoriale française, AEF, ou du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Il s'agit d'une manœuvre politique pour masquer la singularité du Cabinda et empêcher d'éventuelles revendications indépendantistes. À partir de 1958, un vent de liberté souffle sur le continent africain, c'est l'ère des indépendances. Les territoires se libèrent, les États se forment. Mais le Portugal, fidèle à sa politique coloniale rigide, refuse d'emboîter le pas et s'entête à maintenir son empire. L'ONU tente de faire pression. Le 6 octobre 1960, à la tribune des Nations Unies, Stéphane Tchichel, vice-président de la République du Congo, Brazzaville, réclame l'indépendance totale du Cabinda. Le 15 décembre, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution sur la décolonisation mentionnant l'Angola, y compris l'enclave du Cabinda. Toutefois, en 1964, lors d'une réunion au Caire, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, publie une liste distincte des territoires à décoloniser, classant l'Angola comme cas numéro 35
et le Cabinda comme cas numéro 39. Malgré cela, le Portugal, encouragé par la richesse pétrolière de l'enclave, refuse de céder. Face à l'inaction internationale, des Cabindais prennent les armes. Le 4 août 1963, sous l'égide du président congolais, l'abbé Fulbert Youlou, et avec l'appui financier du président gabonais Léon Mba, plusieurs mouvements nationalistes sont réunis à Pointe-Noire pour former le Front de libération de l'État du Cabinda, FLEC. Mais quelques jours plus tard, lors des Trois Glorieuses, Fulbert Youlou est renversé. Un régime marxiste s'installe à Brazzaville, d'abord sous Alphonse Massamba Deba, puis Mariane Gouabi. Brazzaville devient un bastion socialiste et un refuge pour plusieurs lumumbistes fuyant Léopoldville, Kinshasa. Parmi eux, Agostinho Neto, président du MPLA, s'y installe aussi. Le MPLA, soutenu par Brazzaville, éclipse progressivement le FLEC. En effet, les troupes portugaises contrôlent encore les ports et aéroports de l'Angola. Le MPLA dépend alors de Pointe-Noire pour l'acheminement de ses armes, qui transitent clandestinement à travers la frontière cabindaise. Dans le contexte de la guerre froide, les deux voisins du Cabinda adoptent des orientations politiques opposées. Brazzaville devient socialiste, tandis que Léopoldville, Kinshasa, reste fidèle au bloc occidental. Cette division influence les mouvements cabindais. Le Flexo pro-américain, basé à Kinshasa, est dirigé par Luis Rank Frank. Le FLECFAC, basé à Brazzaville, est dirigé par Henrique Stiagoncita, à la tête de la branche armée du mouvement. Les forces armées cabindaises, FAC, l'arrivée de Mariane Gouabi au pouvoir en 1969 marque un tournant. Gouabi soutient le droit à l'indépendance du Cabinda et envisage une possible union politique entre le Cabinda et le Congo. Toutefois, ne pouvant officiellement soutenir le FLECFAC, jugé trop modéré, et alors que Nzita est emprisonné par l'administration portugaise, le Congo de Gouabi favorise la création d'un nouveau mouvement, le FLEC Rouge. Ce FLEC Rouge est lancé à Pointe-Noire le 30 juin 1974 sous la direction de José-Auguste Tchoufou, ancien directeur adjoint d'El-Ferrap, filiale d'Elf-Aquitaine. Le 10 août, Ngouabi ordonne le déploiement du FLEC Rouge à Cabinda. Tchoufou se proclame président du Cabinda libre à son arrivée à Thioa et déclare le français langue officielle du Cabinda. Mais cette initiative tourne court. Tchoufou, incapable de s'exprimer en langue locale, est rejeté par la population. Le FLEC Rouge se fragmente. Après la révolution des œillets du 25 avril 1974 au Portugal, le MPLA d'Agostinho Neto bénéficie du soutien du nouveau gouvernement portugais, de l'Union soviétique et de Cuba. En septembre 1974, appuyé par les troupes cubaines, le MPLA décide de s'emparer militairement du Cabinda. Fin octobre, le gouverneur portugais Barata, jugé trop favorable aux revendications cabindaises, est remplacé par Lob Salves, surnommé l'Amiral Rouge, proche du MPLA. Ce dernier expulse le FLEC de l'enclave avec l'aide des FAPLA, Forces armées populaires de libération de l'Angola, et des troupes cubaines. C'est la fin de la première tentative de libération du Cabinda qui retombe sous contrôle angolais. Le 15 janvier 1975, lors de la conférence d'Alvor, un accord est signé entre le Portugal et les trois principaux mouvements indépendantistes angolais, MPLA, FNLA, UNITA. L'article 3 du texte proclame le rattachement du Cabinda à l'Angola. Le FLEC n'est pas invité à la table des négociations. Le 10 novembre, Agostinho Neto proclame l'indépendance de l'Angola. Le lendemain, la République populaire d'Angola est née, intégrant le Cabinda comme province. Le rêve d'indépendance des nationalistes cabindais s'effondre, mais leur lutte ne s'arrête pas. Le 8 janvier 2010, un nouvel épisode dramatique rappelle l'existence du conflit. Le bus de l'équipe nationale de football du Togo est mis par des indépendantistes du FLEC alors qu'il se rend à Cabinda pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaque dure une trentaine de minutes et fait 2 morts et 9 blessés, dont 2 graves. L'histoire du Cabinda est celle d'un territoire riche en ressources, surtout en pétrole, dont l'identité et les revendications ont été sacrifiées sur l'autel des intérêts géopolitiques et économiques. D'abord traité séparément de l'Angola à l'époque coloniale, le Cabinda a été progressivement absorbé par le pouvoir central portugais, puis annexé au nouvel État angolais sans consultation de sa population, ni représentation dans les accords d'indépendance. L'acte d'Alvor du 15 janvier 1975, signé sans le FLEC, a officialisé cette fusion, consacrant la perte de l'autonomie cabindaise. Pourtant, cette annexion n'a jamais été pleinement acceptée. Le Front de libération de l'État du Cabinda, FLEC, affaibli par les divisions internes, les changements géopolitiques et l'indifférence de la communauté internationale, continue jusqu'à ce jour de revendiquer l'indépendance de cette enclave. Entre guérilla, négociations avortées et actions spectaculaires, la lutte du FLEC demeure vivante, bien qu'en marge, dans un contexte régional et international peu favorable à la redéfinition des frontières issues de la colonisation. Le combat pour l'autodétermination du Cabinda, amorcé dans les années 1960,
reste donc un chapitre ouvert de l'histoire postcoloniale africaine.